La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. L'artiste, à savoir le dramaturge, le metteur en scène dans sa conceptualisation scénique, a réussi bien entendu à apporter une rectification au sein de sa communauté. C'est la raison pour laquelle les classiques avaient envisagé une devise. On l'appelle même la devise classique. La devise des classiques, c'est quoi? C'est instruire et plaire. Il faut deux éléments. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant joindre l'utile à l'agréable. Raison pour laquelle dans le théâtre, fondamentalement parlant, il faut deux types de doses auxquelles le dramaturge doit se donner au public. Au théâtre, vous avez la relation triangulaire visant tout simplement à dire qu'il y ait ce qu'on appelle le spectateur, est en phase avec son plaisir. Nous irons à Daniel National Sorano, au théâtre Daniel National Sorano, ou bien nous irons au Grand Théâtre, ou bien au théâtre universitaire du Seigneur, dans le seul but à pouvoir tout simplement, pour emprunter l'expression de Marcel Pagnol, à nous libérer de nos songes, à nous libérer de nos ennuis. Raison pour laquelle les classiques nous disaient quoi? Castigare. Ridento mores. C'est la devise des classiques. Castigare, on corrige les mœurs de la société en faisant rire au public. C'est l'une des devises les plus flagrantes même dans la conceptualisation d'une pièce de théâtre. Il faut qu'il y ait la dose de rire. Les individus viennent assister à un spectacle dramatique
des démons de la nuit, et 2 également pour tout simplement être instruit. Henri Michaud même se disait que le dramaturge est un exorciseur dans sa pièce intitulée Exorcisme. Le théâtre joue un rôle d'exorciseur, d'exorcisme. C'est un exorciseur, la personne qui vous permet à vous libérer des démons de la nuit, à vous libérer tout simplement des sorciers. Une façon à ce que le poids de la nuit puisse s'amoindrir, faisant que le personnage ou bien le spectateur est sorti ragaillardi, le spectateur est sorti tout simplement comblé de plaisir. C'est la raison pour laquelle assignons au théâtre que la première règle, c'est la règle de plaisir. La seconde question, c'est tout simplement pourquoi le roman dit-on que l'œuvre romanesque, là c'était le théâtre, ici c'est le roman. Pourquoi l'œuvre romanesque est un abreuvoir où viennent s'instruire les esprits curieux, naturellement. L'œuvre romanesque est un abreuvoir par lequel, bien entendu, sont invités les esprits curieux. La vocation de l'écrivain, comme l'a si bien dit André Brecht, réside dans une croisade impitoyable contre la dissimulation, le mensonge, l'hypocrisie. Le romancier envisage à secouer les consciences endormies. Secouant les consciences endormies, il suscite en eux un sentiment de révolte. Il crée en eux un sentiment de révolte, voire même un soulèvement populaire. Donc l'œuvre romane ne se situe pas dans une gamme de pétales, ainsi de suite. Mais l'œuvre romane se situe par rapport à un sentiment tout simplement de révolte, à une façon également à ouvrir les yeux. C'est Jean Giono qui disait tout simplement que l'écrivain, que ça soit le romancier, le dramaturge, tout comme également le poète, dira Jean Giono, doit être un professeur d'espérance. On écrit pour apporter de l'espoir. On écrit pour apporter une vision heureuse. On écrit pour apporter également autant d'éléments permettant tout simplement à la société à ne pas avoir un profil bas. Comme disent les Anglais, we never give up. L'œuvre romantique se situe par rapport à ça. Ne jamais se faire profil bas, ne jamais abandonner. Les animateurs, la littérature appartenant à la négritude sont
sont l'illustration la plus parfaite. Senghor, Césaire, Daban, Jacques Raba, Malanjara, Jacques Rabi, Arrivero, Davido ont réussi malgré toutes les souffrances endurées à pouvoir tout simplement réhabiliter le tissu du noir. Donc ils nous ont donné confiance, ils nous ont revigoré, ils nous ont donné également joie, ils nous ont laissé une postérité heureuse. La raison pour laquelle on se réclame du roman, on se réclame du théâtre, on se réclame également de la poésie. L'essentiel en est que l'œuvre littéraire envisage tout simplement à secouer les consciences, à créer en secouant les consciences un sentiment de révolte, en créant un sentiment de révolte, que l'esprit soit tout simplement animé d'une curiosité. Le littéraire veut libérer les individus. Le littéraire veut faire des individus des hommes responsables. Car le narrateur, le romancier, perçu comme étant un dénicheur, est là dans le seul but à mettre à nu, vous m'excusez du terme, les valeurs de la République et à placer derrière les valeurs de la République les valeurs de la République ou bien les valeurs même de la nation, les vertus d'homme, la bravoure, la témérité, le courage, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle si l'élève se pose la question effectivement que le roman se fonde par rapport à ça. Le théâtre également se fonde par rapport à deux éléments qui visent à instruire, à deux également tout simplement apporter ce que l'on appelle le plaisir. Ainsi de suite. Troisième question également, l'élève se pose la question. Là, c'est même dans le sujet commentaire littéraire. Est-il toujours nécessaire de montrer la tonalité dans une œuvre littéraire? Non, pas évidemment. Pas évidemment, il n'est pas, cela va de soi. L'élève n'est pas habilité à chaque instant effectivement dire que je vais réellement parlant. L'élève n'est pas tenu à dire tout simplement je vais réellement parlant apporter la tonalité, mais la nécessité, la rigueur aurait voulu effectivement que l'élève, une fois que le texte lui est soumis, il a lu le texte, il arrive à dégager la tonalité. On lui a donné par exemple aux élèves qui sont dans la raison de Dieu, dans le commentaire à la composition du premier à Vivier. Mais l'élève regarde à Vivier, mais le poème est tiré des contemplations. Ce n'est pas toutes les contemplations, mais dans les contemplations, plus précisément dans Pauka Meye. Maintenant, que raconte Pauka Meye, c'est le livre des souffrances. Maintenant, le texte par lequel on me demande à commenter dégage quelle tonalité. Je suis en face d'une tonalité lyrique, en face d'une tonalité pathétique, en face d'une tonalité mélancolique, cela va de soi. De la même façon, évidemment, si l'élève n'arrive pas à donner la tonalité, aucune pénalité, je pense très bien, ne lui est parvenue. Cela va de soi. Mais le meilleur élève, c'est la personne qui réussit à donner la tonalité. Ça, c'est fondamental. Le meilleur élève, ou bien le bon devoir, la bonne copie, c'est la copie qui est teintée d'une tonalité. Non pas la tonalité à laquelle on vous a donné dans la leçon,
et qui colle au texte. Le texte qu'on vous donne dégage un temps. Ça c'est fondamental dans n'importe lequel des textes. Hier même en écoutant le discours du président, mais on a un temps. Mais de quel temps nous avons? Le texte se lit comme un temps, c'est fondamental. Et que les tonalités, vous les avez déjà passées en revue en classe. Donc, dans le commentaire, c'est permis à l'élève, s'il le peut bien entendu, à arriver également à donner la tonalité. C'est la raison pour laquelle on vous dit également que lorsque vous êtes dans l'idée générale, en viendrez-vous à tout simplement dégager la tonalité pour tout simplement balancer l'idée générale. Et la transition est retrouvée là dans le commentaire littéraire comme dans le commentaire composé. Non, le dispatching est le même. Commentaire composé, commentaire littéraire. Au commentaire littéraire, on demande à l'élève à suivre la linéarité. Ça, c'est le commentaire suivi, linéarité du discours. Dans le commentaire composé, ce sont des va et vient incessants. Va et vient incessant dans le commentaire composé. Donc dans le commentaire composé, ce qu'on nous demande à l'élève, c'est qu'il voyage dans le texte, qu'il navigue dans le texte, qu'il ne soit pas figé à dire que tiens, je suis au verbe 1, je vais au verbe 2. Je suis au verbe 2, je vais au verbe 3. Je suis au verbe 3, je vais au verbe 4. Non, dans le commentaire composé, l'élève prend tout le texte et le lit comme étant un sujet. Car le commentaire composé est bâti sur le modèle d'une dissertation. Discussion. Dans le commentaire composé, le texte qu'on vous donne est bâti sous le modèle d'un sujet de dissertation ou d'un sujet de discussion. En lieu et place d'un sujet de dissertation, on vous donne le plan. Dans le commentaire composé, on vous donne le plan. On vous donne les parties à commenter. Qu'est-ce qui reste? C'est la réécriture. C'est la réécriture du plan. La formulation des phrases. Maintenant, si l'élève arrive à procéder par un certain nombre de procédés narratifs à déterminer son plan clairement, la première partie est perçue comme étant une partie dans un sujet de dissertation. Qu'est-ce que l'élève fait? Il met un paragraphe. Dans le commentaire, on vous donne souvent deux séquences. C'est souvent deux séquences. Ce que certains appellent deux centres d'intérêt. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande aux élèves à pouvoir tout simplement analyser le commentaire composé comme étant une dissertation. L'analysant comme étant une dissertation, on demande bien entendu
aux élèves à pouvoir maintenant formuler des séquences paragraphiques. On demande aux élèves à formuler des séquences paragraphiques, des paragraphes. Car tout ce qui est valable dans le commentaire suivi d'une perception générale l'est dans le commentaire composé. La seule différence se situe par rapport au plan. C'est le mode de traitement qui les diffère. Au commentaire suivi, l'élève est tenu à respecter la linéarité. Au commentaire composé, et ça c'est le piège même, car l'élève qui vient à l'examen du bac, il fait son option 3, commentaire composé, et on regarde, il a introduit, il a dégagé la situation, l'idée générale, je vais en venir, et le plan. Arrivé dans le plan, l'élève dira que pour un beau commentaire, nous divisons le texte en deux parties, à commencer à la ligne 1, à la ligne 30. Non, là, ce n'est plus un commentaire composé. L'élève a fait une confusion entre le commentaire composé et le commentaire suivi. Car dans le commentaire suivi, là vous divisez le texte. Mais dans le commentaire composé, vous ne divisez pas le texte. Les idées sont dispersées de partout dans le texte. Ce sont des idées qui sont dispersées de partout dans le texte. Tantôt on a l'idée en dernière page, tantôt on a l'idée en première page, tantôt on a l'idée au milieu de la page. Donc l'élève doit faire beaucoup d'attention lorsqu'il s'agit également à choisir le plan. Car à défaut d'un plan suivi et que le choix se porte sur un commentaire composé, non, nous sommes dans un hors-sujet qui est clairement affiché, nous sommes dans un hors-cadre. L'élève est dans un hors-cadre. Et que le commentaire, c'est une explication. Explication, c'est expliquer ce qui n'est pas clair. Rendre un discours beaucoup plus plausible. Rendre un discours beaucoup plus audible. Rendre un discours beaucoup plus compréhensible à l'entendement, bien entendu, du correcteur. Raison pour laquelle on demande aux élèves à pouvoir tout simplement se donner la peine à déconstruire tout le texte et à reconstruire une argumentation textuelle. Par argumentation textuelle, nous entendons bien entendu l'analyse du texte, le produit fini de l'élève. Et que le produit fini a besoin de 3 éléments fondamentaux. Il s'agit des figures de style. Les procédés grammaticaux. Les procédés grammaticaux. 3. Le champ lexical. Ainsi de suite, ainsi de suite. Fondamentalement parlant, l'élève a besoin de ça. Par champ lexical sont les procédés expressifs. Nous le verrons dans l'application proprement dite. Dans un texte de Césaire, par exemple, il
suite. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi Césaire se dit que et voici que la force et la vie m'assaillent comme étant un taureau, me comparant avec un taureau. Mais qu'est-ce que j'ai voulu montrer? C'est là le véritable discours. C'est l'élève qui c'est-à-dire à se comparer avec un taureau. C'est parce que tout simplement il y a un talent qui est là. Il y a un défi par lequel j'ai voulu tout simplement monter. Il y a une soif de vengeance que je veux tout simplement porter au blanc. Et le texte va le corroborer en poursuivant également le commentaire, car estime-t-il le dira dans le texte, nous le verrons prochainement, nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien fait, que nous parasitons le monde même, que nous sommes des spectateurs. Mais ça se dira quoi? Mais l'œuvre de l'homme ne vient seulement que de commencer. Mais de quel temps il parle? Nous sommes debout, mon peuple et moi. Mais s'il dit mon peuple, c'est de l'intérieur. Mais de l'intérieur, je m'ensingularise car effectivement, moi seul je constitue un écho sonore. C'est par là qu'on comprendrait effectivement lorsqu'il dira si je ne sais pas parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche est là, ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celle qui se fait au cachot du désespoir. Pourquoi? Parce que véritablement, lui seul, il symbolise toute une communauté. Donc, dans le commentaire, ces éléments sont à analyser. Le commentaire s'appelle à partir des éléments auxquels sont nécessairement teintés de sous-entendus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on demande aux élèves à regarder, à analyser, à lire plusieurs fois le texte. Surtout la lecture, elle est fondamentale. Vous ne pouvez pas venir à l'examen du bac avec des idées préconçues. Parce que des préconçues, c'est quoi? Je viens à l'examen du bac, qu'il tombe, qu'il pleut, qu'il neige, c'est dissertation. Non. Qu'il tombe, qu'il pleut, qu'il neige, c'est résumé. Pourquoi? Parce que durant toute l'année scolaire, j'ai toujours eu de bonnes notes en résumé. Mais pourtant, vous pouvez venir au bac et ne pas avoir une bonne note. Parce que là, la bonne note s'est transférée dans le commentaire. En avez-vous pris la peine à lire le commentaire? Non. Et pourtant, vous devez lire tout. Et maintenant, regardez, ma chance se porte dans quelle épreuve? Et si ma chance se porte maintenant sur le commentaire, ce ne sont pas les deux commentaires que vous allez faire. Je veux choisir maintenant et un seul texte, deux sortes de commentaires. On me donne un seul texte, deux sortes de commentaires. Maintenant, quel est le commentaire que je vais prendre? Si je prends le commentaire suivi, quelle est ma ligne d'obéissance? Le commentaire suivi fixe quelle exigence? Si je prends le commentaire composé, quelle est également ma ligne de conduite? Quelle est ma feuille de notes? Et je vais commencer par quel procédé? Méthodologiquement parlant, le commentaire composé se réclame d'une analyse scientifique. On n'a pas besoin à apporter des citations car le texte lui-même est citatif. On n'a pas besoin à apporter des citations. Le texte lui-même est citatif. C'est la raison pour laquelle l'élève donne son information. L'information est vérifiée soit en disant au vert de deux points, il ouvre les guillemets, il met l'élément, il ferme les guillemets. Car c'est le texte qui lui sert de support. Le texte lui sert de support. Il n'y a jamais de commentaire
fois, le commentaire repose sur un texte. Et on demande aux élèves à pouvoir analyser le texte à partir d'un certain nombre de procédés mnémotechniques, à partir d'un certain nombre de procédés narratifs, à partir d'un certain nombre de procédés grammaticaux, expressifs, stylistiques, temporels. La nature du texte. La nature du texte est très importante. On vous donne un texte, il faut comprendre également la nature. Car si je prends le texte de Victor Hugo connu par tout le monde, Demain de l'aube, Demain de l'aube. Si je prends le texte de Victor Hugo connu par tout le monde, Demain de l'aube, ou bien je prends le texte de Albert Camus dans les dernières sentences de Morceau Lepla, commençant dans les dernières pages, où il commence à tout simplement donner sa vision par rapport à son assassinat, à tout simplement sa pendaison. Mais les deux textes, vous conviendrez avec moi que les deux textes ne peuvent pas avoir la même nature. Car là, c'est de Albert Camus, nous sommes dans l'étranger. Avec première phrase, aujourd'hui par exemple, maman est morte. Aujourd'hui, maman est morte. C'est la première phrase dans l'étranger. Donc, j'ai une petite phrase. Or, dans Demain de l'aube, je n'ose pas dire phrase, car me disant phrase, je suis dans une ligne. Demain de l'aube, à l'ouvrage de la campagne de partirai, je suis dans un verre. Quand je suis dans des vers, je suis dans un poème. Quand je suis dans des livres, je suis dans une prose. Et ces éléments, l'élève a besoin également à le comprendre, car il n'a pas droit à amalgamer les éléments. Il n'a pas droit à commenter le texte de Victor Hugo en disant à la ligne 1, à la ligne 2, à la ligne 3. Non, nous ne sommes pas en phase avec des lignes. Nous sommes en phase avec ce que l'on appelle des vers. Donc, dans le commentaire, l'élève a un temps à comprendre également la nature du texte. Quelle est la nature du texte? Je connais la nature, mais quelle est la tonalité? Ce que l'élève avait posé tout à l'heure. Quelle est la tonalité du texte? Car lisant l'épilogue, la tonalité est pathétique dans Albert Camus de l'être, dans Albert Camus, l'étranger. Demain de l'aube, la tonalité est lyrique, la tonalité est mélancolique. Donc, autant d'éléments qui permettront à l'élève à pouvoir mieux se rapprocher du texte, une façon tout simplement à déconstruire, à décrypter également ce à quoi, bien entendu, l'auteur a voulu également le coder. Raison pour laquelle le commentaire devient tout simplement une œuvre de décodage. L'élève vise à décoder un texte littéraire. Et le texte qui vous sera soumis à l'examen, c'est un texte littéraire. Ce n'est pas un texte journalistique. C'est un texte littéraire, un texte puisé à partir
des œuvres littéraires. L'élève, dans le commentaire, toujours dans la lecture d'observation, toujours dans l'observation du texte, les procédés d'observation permettront à l'élève à canaliser les contours du texte. Et maintenant, du moment où j'ai réussi à bien canaliser les contours du texte, il me reste maintenant à repérer les indices d'énonciation, à envisager une situation d'énonciation. Maintenant, lorsque je termine le processus énonciatif, l'élève arrive maintenant à la rédaction du devoir. Et dans la rédaction du devoir, comme dans le commentaire compose, comme dans le commentaire suivi, dans le commentaire composé également, ça ne change pas. La règle ne varie pas. Dans le commentaire suivi, vous avez introduction. Introduction. Introduction, 3 parties. Situation. Si je prends le texte support par exemple, le texte support, c'est de Aimé Césaire, l'auteur du texte est de Aimé Césaire. Aimé Césaire. Et voici que force et vie Massaï. Le texte est de Aimé Césaire. L'œuvre poétique cahier d'un retour au pays natal. Année 1939. Maison d'édition Seuil. Ces informations, nous les avons dégagées au cours passé. On les appelle les informations du paratexte. Ces informations, on les appelle le paratexte. L'élève dans le commentaire, direction, introduction, l'élève s'appuie sur le paratexte. Pourquoi? Parce que le texte qui lui est soumis n'est pas extrait dans une œuvre intégralement étudiée en classe de terminale. Donc, une problématique majeure se pose. Est-ce que l'élève a lu le tour? Est-ce que l'élève a lu le cahier d'un retour au pays natal? Non. Donc, l'élève ne peut s'appuyer qu'à partir des éléments du paratexte. Donc, on lui demande à faire une situation. Il peut situer en s'appuyant sur le paratexte. Mais tout élève qui fait la terminale conviendra avec moi que du moment où j'ai le nom Aimé Césaire, et je peux le contextualiser. Donc, situation va avec contextualisation.
situation va avec contextualisation, car j'ai aimé Césaire. L'élève se pose la question, mais qui est Aimé Césaire? Première réponse, c'est fondamental, c'est un écrivain. Mais il appartient à quel mouvement? Est-ce que Aimé Césaire appartient à la littérature française? Non. L'élève comprendra que Aimé Césaire est un écrivain de la littérature africaine, mais dans la littérature africaine, Aimé Césaire se situe précisément dans quel mouvement? Négritude. Donc, j'ai Aimé Césaire, écrivain, Aimé Césaire, mouvement de la négritude, mais dans le mouvement de la négritude, Aimé Césaire a emprunté quel canon d'expression? Est-ce qu'il a emprunté comme Ferdinand le roman? Non. Le texte qui m'est soumis, je me fonde bien entendu le texte. Dans le texte qui m'est soumis, Aimé Césaire emprunte quel canon? Il emprunte la poésie. D'où même le terme les poètes de la négritude, la poésie de la négritude. Donc là, automatiquement, j'ai Césaire, écrivain, négritude, poésie. Un contexte décide. Même à l'intérieur de la négritude, Aimé Césaire se situe précisément dans quelle revue? Car la négritude a donné naissance à plusieurs revues, dont les plus phares sont Monde Noir, Légitime Défense, L'étudiant noir. Aimé Césaire est dans Monde Noir? Non. Il est dans Légitime Défense? Non. Il est où? Aimé Césaire est dans L'étudiant noir. Il est dans L'étudiant noir. Donc, à partir du paratexte, j'ai réussi à avoir autant d'informations qui me permettront à tout simplement circonscrire ma situation. Et là maintenant, je vais procéder à formuler des phrases auxquelles appartiendront ou bien se verront afficher les éléments qui sont là. C'est ça ce qu'on appelle la situation. L'élève, il situe. On me donne un détail. Il est un écrivain, il est un romancier dans le texte qui m'est soumis. Il est dans quelle philosophie? L'absurde. Et c'est quoi l'absurde? Vous avez la définition, c'est la même chose ici. C'est quoi la négritude? Vous avez la définition. C'est quoi l'étudiant noir? Vous avez la définition. Car la terminale, c'est la récapitulation des classes passées. Seconde, première. Donc, l'introduction dans le commentaire suivi est à cheval avec l'introduction dans le commentaire composé. Commentaire suivi, il faut situer. Commentaire composé également, il faut situer. On ne vous demande pas à faire la présentation de l'auteur. Non, Aimé Césaire est maire à Fort de France en Martinique. Non, on ne donne pas ça. On ne vous demande pas sa carrière politique. Le commentaire littéraire, je le répète encore, se désolidarise du commentaire philosophique, se désolidarise du commentaire historique, se désolidarise du commentaire géographique. D'ailleurs, nous ne sommes même pas dans un document. Nous sommes dans un texte. Et ce n'est pas n'importe quel texte, c'est un texte littéraire. Donc, on demande aux élèves à ne point faire la confusion entre le commentaire de texte littéraire et le commentaire d'un texte appartenant à d'autres
discipline. Maintenant, si l'élève termine ce travail introductif sous l'angle bien entendu de la situation, l'élève doit arriver en deuxième partie. Dans la deuxième partie de l'introduction, on demande à l'élève à faire ce que l'on appelle idée générale. Le texte dégage une idée générale. On a dit une idée générale et non pas des idées générales. Il n'y a pas des idées générales. Une seule idée. Donc, une phrase. Le texte dégage une phrase principale, centrale. Quelle est cette phrase principale? Quelle est cette phrase centrale? On demande à l'élève à analyser le texte. C'est la raison pour laquelle, donc, si l'élève arrive à ça, il peut se donner le temps à analyser dans cette partie la tonalité. Ce texte, avec une tonalité lyrique, évoque, ou bien ce texte met en exergue, ce texte souligne, ce texte montre, ce texte place dans son sillage. Cela va de soi. Mais l'essentiel en est qu'il faut se poser la question de quoi parle le texte. Le texte n'est pas fortuit, l'information n'est pas ex nihilo, c'est fondamental. On vous donne un texte surchargé d'informations, mais que les informations sont verrouillées, les informations sont masquées. C'est comme si, véritablement parlant, il y a un code dans les informations. Maintenant, en lieu et place de verrouillage, en lieu et place d'un texte masqué, la réponse par rapport à ça, c'est le déverrouillage tout simplement. Arriver tout simplement à déverrouiller le texte. Arriver tout simplement à lever le voile du texte. Arriver tout simplement à démasquer également le texte et à ressortir la matière principale. Le commentaire se fonde par le biais de son introduction, sous l'angle bien entendu de l'idée générale. À partir de ça, l'élève doit précisément donner l'idée générale. Et là également, j'attire l'attention de l'élève car souvent les élèves croyant trop intelligents vont tout simplement se donner la peine à lire le plan et à recopier le plan. Non, vous ne pouvez pas recopier le plan et l'ériger en idée générale, c'est impossible. Vous ne pouvez pas lire le plan. Pour certains élèves, ils se donnent la peine à recopier même le plan et ce à quoi ils ont recopié, ils vont l'ériger comme étant idée générale. Nous ne sommes pas trop bêtes, nous ne sommes pas trop, comment dirais-je, inintelligents, à telle enseigne bien entendu, que ce qu'on vous donne dans la consigne, bien entendu, vous allez également le mettre sous forme d'idée générale. Quel est donc à partir de ce moment votre travail? Où se situe également votre génie intellectuel? Où se situe également votre talent littéraire? Donc l'idée générale est à chercher dans l'ensemble du parcours textuel. C'est à l'élève, une fois lire le texte, à diagnostiquer l'idée générale. Le texte dont je viens de lire
livre quelle information principale? J'ai écouté le discours du président, mais quelle est l'information principale? Pas les lignes de force, mais l'information principale se centralise sur quoi? L'information principale se centralise sur, par exemple, le Covid-19. Mais comment sur le Covid-19? Ça, c'est ce qu'on appelle l'idée générale. Donc, vous également, on vous donne un texte, n'importe lequel, il faut le parcourir. Je vais le lire plusieurs fois. Me lisant le texte à plusieurs reprises. Une question m'est parvenue. Le texte donne quelle information? Maintenant, j'ai l'information, je vais maintenant donner mon idée générale. Et je ne vais pas plagier encore une fois de plus le plan. On ne plagie pas, ce n'est pas dans le langage informatique, copier-coller, non, ou bien couper-coller. On ne copie pas, on ne colle pas, on ne coupe pas non plus, on ne colle pas. On analyse, on décortique un message. On analyse, on décortique un message. Et le message est dans le texte. Le texte donne une intentionnalité communicative. Et maintenant, donnant cette intentionnalité communicative, que retiendrait à partir de cette intentionnalité communicative? Maintenant, l'élève dégage l'idée générale, il lui reste maintenant la dernière partie pour terminer la forme de son introduction, c'est le plan. Dans le plan, l'élève n'a aucun problème à se faire. Le plan pour les examens qui vont venir, dissertation, résumé, dissertation, discussion, les deux commentaires, on vous donne le plan sur la feuille. On vous dit faites le commentaire suivi ou le commentaire composé de ce texte. Point. Dans le cadre de commentaires suivis, montrez parlant par la convocation des figures de style. 1, on vous donne l'élément et 2 également on vous donne l'élément. Point. Dans le cadre d'un commentaire composé, sans dissocier le fond et la forme, vous montrerez dans un premier temps, vous analyserez dans un deuxième temps. Vous avez les deux types de plans. Maintenant, parmi ces deux types de plans, l'interrogation qui va chez l'élève, non pas chez le correcteur, c'est je vais choisir quel type de commentaire. Cela est important, je le dis, car l'élève n'a pas le droit. Vous venez à l'examen pour le commentaire. En jouant sur la mentalité du correcteur, il me comprendra. Non. Le correcteur est censé ne rien comprendre, est censé ne rien connaître, est censé avoir une batterie vide. Sa batterie de connaissance, elle est vide. Il n'y a même pas de courant non plus pour changer la batterie. Donc, la seule forme qui lui est donnée, une façon tout simplement à mettre à jour sa connaissance, c'est le texte que vous lui donnez. C'est la feuille que vous lui remettez. Et la feuille est en adéquation directe avec le texte. Est-ce que la feuille a réussi à parler tout le long? Ce que le texte me donne tout court. Car l'élève prend deux doubles feuilles. Or, on lui a donné une seule feuille. Donc ça veut dire quoi? Le texte censé être résumé, qui m'est soumis, auquel je dois le commenter en rendant le commentaire, je dois rendre autant également de feuilles car j'ai un besoin à expliciter, j'ai un besoin à analyser scientifiquement les informations et non pas bien entendu à faire un commentaire superficiel. Un commentaire vague, paraphrase.
Si vous prenez ce qu'on appelle la paraphrase, ce qu'on appelle un commentaire superficiel, un texte très facile de Jean de La Fontaine intitulé Le laboureur et ses enfants, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque de moi. L'élève dit travailler, oui, on demande de travailler. Mais pourquoi le verbe est à l'impératif? Pourquoi La Fontaine conjugue le verbe à l'impératif? Mais quel impératif avons-nous? Est-ce que cet impératif est synonyme d'ordre? Est-ce que cet impératif est synonyme de recommandation polie? Est-ce que cet impératif est synonyme d'exhortation à une prière par rapport au travail? Et maintenant, qu'est-ce qui suit? Prenez de la peine. Pourquoi le terme de peine? Autant d'éléments auxquels l'élève doit s'appesantir lorsqu'il mène sa réflexion. Et le commentaire, mais c'est une réflexion. C'est un exercice de travail. On demande aux élèves à réfléchir. C'est un exercice de travail. On demande aux élèves à réfléchir sur un texte. La raison pour laquelle la tâche n'est pas telle que certains élèves le pensent trop simple. Non, c'est une tâche artiste. Elle demande également de la sueur, ça demande également de l'attention, ça demande de la concentration. Maintenant, une fois que ces phases, à savoir ce que l'on appelle l'introduction est terminée, rebondissant bien entendu sur le plan, je l'ai tantôt dit. Le concept, Pierre, liseur du texte, vous dira, vous ferez de ce texte un commentaire. Le répondant de vous, c'est nous. Donc l'élève est invité à formuler des tournures de phrases. Et dans cette tournure, c'est la tournure déclarative qui est privilégiée. Dans le cadre de notre commentaire composé, nous montrerons dans un premier temps, nous analyserons dans un deuxième temps. Là, vous avez énuméré les parties séquentielles. Ça montre clairement que voilà les éléments auxquels l'élève va tout simplement travailler une fois que son introduction est terminée. Et que maintenant l'introduction est terminée, l'élève entre dans le commentaire proprement dit. Commentaire détaillé. Cette partie elle est terminée, l'élève entre dans le commentaire proprement dit. Commentaire détaillé ou commentaire proprement dit. Commentaire proprement dit. Dans le cadre du commentaire proprement dit, c'est là où on va jauger la connaissance de l'élève. C'est là où on va analyser, on va mesurer le parcours intellectuel, le parcours littéraire de l'élève. Et souvent, les élèves ne varient pas le vocabulaire. À chaque instant, on vous dit, il fait. On demande aux élèves à varier le vocabulaire utilisé. Par variation de vocabulaire, nous entendons bien entendu, parfois l'élève dira, l'auteur souligne, il le remplace par son équivalent synonymique, l'auteur concerne, il le remplace par son équivalent
équivalence synonymique, l'auteur estime, l'auteur révèle, il le remplace par son équivalent synonymique, l'auteur met en évidence, égal l'auteur met en exergue, en relief, égal l'auteur met en exergue. Il faut varier. Tantôt je dis l'auteur dans ce texte a pris quelle corporation? Il est en poète, je dis le poète. Le poète c'est un artiste, je dis l'artiste. Il faut varier le vocabulaire. Car l'appétit doit nécessairement être varié. Et le commentaire se consomme comme étant un appétit. Il y a une séduction littéraire qui doit se dégager des lignes de l'écriture de l'élève. C'est cette séduction littéraire qui constitue même ce que l'on appelle la forme. Car le commentaire, c'est deux éléments. Comme en dissertation, vous avez le fond et la forme, c'est fondamental dans toutes les évaluations littéraires. Il y a ces deux éléments, ils sont indissociables. Le commentaire va dans le même sens qu'avec le fond et la forme. Maintenant, par développement, commentaire proprement dit, l'élève a deux parties. L'élève a deux parties. Première séquence. L'élève doit analyser la première séquence de la même façon également comme en dissertation. L'élève analyse également la première partie. En quoi faisant? Par une phrase introductive. Par une phrase introductive. Laquelle phrase introductive lui permettra à loger le thème à développer. Maintenant, du moment où vous avez réussi à avoir une phrase introductive qui vous sert de contexte, qui vous sert d'amorce, vous logez maintenant le thème à développer et maintenant vous rebondissez par le biais du thème à développer maintenant aux éléments spécifiques singuliers du texte qui témoignent clairement de l'information à laquelle vous êtes tenu également à livrer. C'est la raison pour laquelle on dit commentaire de texte. Toutes mes idées sont certifiées par le texte. Si une idée n'est pas certifiée par le texte, le commentaire est tronqué, le commentaire est voué à l'échec. C'est un commentaire superficiel, c'est un commentaire bien vague. Les arguments ne tiennent pas la tolérance. Les arguments ne tiennent pas la rigueur. Donc, si l'élève met son commentaire, on lui demande tout simplement à mettre en adaptation directe du texte par rapport aux idées auxquelles vous êtes en train tout simplement d'analyser. Maintenant, analysant les idées, l'élève trouve dans le texte, il mettra, c'est la raison pour laquelle au vercat, l'auteur dit deux points, il ouvre les guillemets, il met l'information, il ferme les guillemets. C'est-à-dire, ce que je viens de dire est prouvé dans le texte au vercat. Et là maintenant, vous donnez l'information.
L'élève dira mieux. L'élève dira en outre, de surcroît, en plus, dans le seul but, à tout cela montrer que non, l'idée A est en addition directe à l'idée B. Vous empruntez les connecteurs logiques, les mots de transition. Vous êtes arrivé à terminer votre première séquence. Il me reste maintenant à rebondir dans la deuxième séquence. Je n'ai pas le droit à rebondir dans la deuxième séquence. Il tente bien entendu au préalable que je ne fasse pas un petit résumé, ce qu'on appelle une conclusion partielle. Il faut que je fasse une conclusion partielle. En un mot, que retenez-vous dans la première séquence? En un mot, qu'est-ce que vous avez retenu dans la première séquence? L'élève analyse. Dans la première séquence, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que la deuxième séquence est en contradiction à la première séquence? Oui, je dis en revanche, car j'ai déjà terminé ma conclusion partielle. La conclusion partielle m'a poussé à une autre phrase introductive, m'a poussé à une introduction du thème. M'a poussé à une introduction de la deuxième séquence. Et qu'il s'est trouvé que dans la deuxième séquence, effectivement, on a une relation de contradiction. Mais l'élève dira en revanche, et non pas cependant, car il faut varier le vocabulaire. Il n'y a pas dans la langue française que le mot cependant qui est synonyme d'opposition. Je dis tout simplement en revanche ne me plaît pas, mais je dis par contre, je dis pourtant, je dis néanmoins, autant de connecteurs vous permettant à changer, à varier le lexique des connecteurs. Et non pas se cantonner tout simplement au mot cependant. Et quand vous écrivez le mot qui est collé, ce n'est pas un mot qui est détaché. C'est un mot qui est collé cependant. Ce n'est pas ce plus pendant, c'est un mot qui est collé cependant. Dans la même signification qu'avec néanmoins, pourtant, en revanche, par contre. Donc, vouloir à chaque instant répéter cependant, mais semble être insignifiant. Donc, l'élève a autant d'arguments qui lui permettront à tout simplement analyser. Maintenant, il analyse la deuxième partie. Il va parcourir l'intérieur du texte et non pas l'extérieur. Il va parcourir l'intérieur du texte
suivis font appel à l'intertextualité. Ce qu'on appelle l'intertextualité. Je commentais le cahier de retour au pays natal de M. Césaire, et voici que force et vie m'assaille comme un taureau, là où M. Césaire dira aucune race n'a le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la fin, que le répondant d'essai nous a fait gaver de mensonges et de pestilence. Mais j'ai vu effectivement que dans le même sillage, David Diop parlait au mystificateur. Il y a un titre qui frappe ma conscience au mystificateur. Mais qui est le mystificateur pour David Diop? C'est le blanc. Et que M. Césaire dira que l'Europe pendant des siècles, donc le blanc pendant des siècles, a réussi à nous faire gaver de mensonges et gonfler de pestilence. David Diop dit ô mystificateur, ô trompeur, ô trompe-l'œil, ô animateur de la duperie. Donc, les imposteurs ne sont que le blanc, une façon à légitimer leur colonisation, une façon à justifier également leur occupation territoriale africaine. Maintenant, dans le commentaire, l'élève peut convoquer dans le même sillage David Diop dans les coups de pilot, plus précisément au mystificateur dira 2 points, vous donnez le verbe. Vous fermez. Vous ne commentez pas ce à quoi vous avez donné, car l'argument est déjà commenté. Le commentaire, encore une fois de plus, devient un non-événement. Donc, vous avez le droit à convoquer également, mais ne vous en abusez pas. Car le texte qui vous est soumis a assez d'arguments. C'est parce que tout simplement, cet argument est autant prestigieux, cet argument est autant pertinent que je ne peux pas le laisser en rade. Bienvenue un tel argument. Convoquez-le dans votre copie. Car la pertinence est de rigueur, la cohérence est de rigueur. Dans le même ordre d'idée également, vous retrouvez dans le texte à commenter des informations censées également continuer votre séquence argumentative. Votre séquence argumentative avec ce que l'on appelle des IPP, des idées de prise de position. Dans tout texte, vous avez des IPP, des idées de prise de position. C'est-à-dire, le texte me donne des verbes, des lignes, auxquelles, me l'analysant, je retrouverai effectivement des idées de prise de position. Et maintenant, ces idées de prise de position sont analysées tant bien que mal par l'élève. Soit l'auteur l'analyse sous l'angle de la stylistique, comme Césaire qui dit aucune race, aucune. C'est une déclaration catégorique, c'est une déclaration universelle. C'est-à-dire qu'il y a un refus catégorique, une vérité universelle, vérité générale pour les grammairiens, une vérité générale. Aucune race n'a le monopole de la beauté, ni de l'intelligence, encore moins de la force. Donc le commentaire se fonde par rapport à ces éléments. L'élève, il continue toujours son analyse. Il rebondit aux dernières notes du texte. Car, je l'ai dit tantôt, dans le commentaire composé, la navigation texte
textuel obéit à des va et des viens, va et des viens, à des allers-retours, à des allers-retours, est-ouest, nord-sud, si j'ose dire ainsi. Aucunement, l'analyse doit être figée. C'est une analyse qui part par des allers et des retours, qui part par ce que l'on appelle des va et des viens. Tantôt, l'argument par lequel l'élève a besoin est en bas de page, tantôt l'argument est en haut de la page, tantôt l'argument est au milieu également de la page du texte. Donc c'est ça ce qu'on appelle le commentaire composé. C'est le modèle, c'est le prototype même de la dissertation. Il n'y a pas grande différence dans le commentaire composé par rapport à la dissertation, encore moins à la discussion. Tout le texte est perçu comme étant un sujet. La seule différence, c'est qu'en dissertation, l'élève voyage par le biais des livres, l'élève voyage par le biais des œuvres, une façon à retrouver les arguments, à retrouver les citations. Dans le commentaire, l'élève ne voyage pas, le texte est devant lui, auquel il s'abstient également par rapport aux éléments qui ne sont pas français. Aux éléments qui ne sont pas français, j'entendais tout simplement ce texte qui nous est soumis. Ce sont des banalités qui sont interdites. Ce n'est pas ce texte qui nous est soumis, c'est un texte. Vous analysez le texte. Car le texte qui nous est soumis, c'est un pléonasme. Le texte, vous ne pouvez pas commenter un texte qui ne vous est pas soumis. Le texte est déjà sous vos yeux. Vouloir le répéter une deuxième fois semble être un pléonasme. Donc, dans le commentaire, abstenez-vous à dire ce texte qui nous est soumis. Ce texte intitulé, ce texte, ainsi de suite, l'essentiel n'est que tout sauf ce texte qui nous est soumis. Maintenant, quand vous terminez votre deuxième séquence, point de conclusion partielle, car vous n'avez que deux parties, on s'achemine à l'aboutissement final. Commentaire, c'est tenant aboutissant. Le tenant, c'est l'introduction. L'introduction tient compte de la compréhension du texte. Les aboutissants, c'est la conclusion. L'élève va finir également par conclure. S'il ne conclut pas, le travail est inachevé. Il ne respecte pas les éléments de la forme. Il ne respecte non plus les éléments également du fond. Car pour qu'il y ait fond, il faut qu'il y ait la forme. Pour qu'il y ait la forme, il faut qu'il y ait le fond réciproquement. Vice versa. C'est la raison pour laquelle, quand l'élève termine, il part maintenant à la conclusion. Il part à la conclusion. Conclusion dans la dissertation, vous avez trois parties. Conclusion dans le commentaire, vous avez trois parties. Au commentaire ici, vous avez trois parties. Il s'agit à faire ce que l'on appelle à faire le bilan. À ressortir, faire le point de vue. Un point de vue qui vise à ressortir l'originalité du texte, la richesse, sa singularité. Un bilan qui vise à reprendre les lignes de force. Dégager les lignes principales. Vous avez dégagé les lignes principales, car les deux types de commentaires, pour me le résumer ainsi, le commentaire
suivi répond à l'explication orale du texte. Explication orale du texte. Le commentaire suivi répond à l'explication orale du texte. C'est ce qu'on fait dans les classes de quatrième. On prend un texte de Cheikh Aminou Kane dans la Grande Royale, on prend un texte de Mariam Ba, on prend un texte de Seydou Bagnan dans Soulora, on va l'expliquer. Et quand on explique ligne après ligne, vers après vers. Ça, c'est le commentaire suivi. C'est une explication orale du texte. Le commentaire composé, lui, c'est la lecture méthodique. C'est la lecture méthodique. Le commentaire composé, c'est la lecture méthodique. Dans la lecture méthodique, il faut faire le bilan et les axes de lecture. C'est ce qu'on appelle le commentaire. C'est le prototype de la dissertation. On part de la lecture méthodique pour aller à la dissertation. On part de l'explication orale du texte pour rebondir au commentaire suivi. Maintenant, dans le commentaire, dans la conclusion, l'élève donne son bilan, il fait son résumé. Je résume, je récapitule, grosso modo, en définitive, tout compte fait, en résumé, vous dégagez les lignes de force. Vous avez terminé avec ça, vous donnez votre point de vue. Si tant est bien entendu que vous n'allez point dire également jeune. Vous donnez votre point de vue. Le texte est-il intéressant? Le texte, il est intéressant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne quintessence? Qu'est-ce qui lui donne substance? Qu'est-ce qui lui donne saveur? Qu'est-ce qui lui donne vitalité textuelle? Vous donnez votre vision, ce qu'on appelle l'originalité, la richesse, la singularité. Vous terminez avec ça, bienvenue ce que l'on appelle l'élargissement, l'ouverture. Élargissement. Est-ce que ce texte présente des accointances avec d'autres textes? Est-ce que ce texte présente des relations avec d'autres textes? Oui, vous ouvrez. Le texte ne présente par le biais de mon entendement aucune relation, aucune relation par rapport aux autres. Là, je ne vais pas également l'ouvrir. Car ces deux éléments sont essentiels. Sont essentiels qu'en dissertation, discussion, commentaire. Cet élément est accessoire. Si on le fait également, nous deviendrons meilleurs. Donc, ce qu'on demande à l'élève, c'est que la tâche se fonde par rapport à ça. Je vais résumer. Me résumant, je vais faire le bilan, me faire la prononciation, me prononçant, je vais tout simplement essayer à faire une ouverture, une perspective par rapport à d'autres fenêtres. Est-ce que le texte présente d'autres fenêtres ouvertes à d'autres textes? Est-ce qu'il y a un paralysme textuel que je peux opérer de ce texte
texte ci-dessus par rapport à un autre texte, si je retrouve effectivement qu'il y ait ce parallélisme, je vais effectivement faire ce parallélisme. À défaut, bien entendu, j'ai beau analyser, j'ai beau rechercher, je ne peux pas, je n'ai pas réussi à retrouver une relation tant bien que mal par rapport à d'autres textes similaires à ce texte. Et je m'en limite par rapport aux informations détenues. On se limite par rapport aux informations détenues. Car le commentaire ne doit pas être un remplissage perdu. On ne demande pas de remplir dans le seul but de remplir. Il faut remplir qualitativement. Vous remplissez les textes qualitativement. Maintenant, si vous pouvez, vous le remplissez également quantitativement. Mais la qualité prime sur la quantité. La qualité prime sur la quantité. Si vous pouvez le remplir qualitativement, bravo. Si la qualité est accompagnée par la quantité argumentative dont l'élève a réussi à balancer dans sa feuille, c'est encore meilleur. Voilà d'une façon ramassée l'analyse proprement dite dans le commentaire composé et que cette analyse en une façon résumée se fonde que sur 3 éléments. Il faut introduire dans tout ce que je viens de dire, il faut introduire, il faut faire un commentaire détaillé. Il faut conclure. C'est ça ce que nous on va corriger. Dans toute l'explication, l'analyse essentielle, c'est introduction, commentaire détaillé, conclusion. Introduction, 3 phases. Situation, contexte, situation, mouvement, situation, période, situation, époque, situation également, l'année de publication. Bref, c'est le paratexte. Vous avez situé, vous donnez l'idée générale. L'idée générale est censée être accompagnée par la tonalité du texte. Vous avez donné l'idée générale, vous recopiez le plan avec un certain nombre, bien entendu, de reformulation textuelle. Je le répète encore une fois de plus. Vous recopiez le plan, mais avec un certain nombre de manipulations textuelles. Il faut manipuler textuellement le texte. Vous terminez avec ça. Vous rebondissez au commentaire détaillé. Arrivé dans le commentaire détaillé, 2 séquences. Vous êtes donné à analyser 2 séquences s'offrent à vous. La première séquence, mais l'analysant, j'ai besoin à faire une phrase introductive, laquelle phrase me permettrait à loger également la séquence pour mieux maintenant trouver l'argument dans le texte. Et maintenant, les éléments vont s'en suivre. Là, j'ai terminé ma première séquence, je vais faire une conclusion partielle. De là découle maintenant la deuxième partie à analyser. J'ai terminé la deuxième partie à analyser, je ne vais pas faire une conclusion partielle car je vais directement atterrir à la conclusion générale. Arrivé à la conclusion générale, même modus operandi également, il faut partir des concepts généraux, vous parcourez le texte, quelles sont les lignes de force, que retenez-vous, dégagez véritablement parlant les tenants et les
les aboutissants du texte, vous les avez dégagés. Qu'envisagez-vous à retenir dans ce texte de par ce qu'il y a de pertinent, de par ce qu'il y a de cohérent, de par ce qu'il y a également de singularité? On l'appelle tout simplement la prononciation. Je vais me prononcer par rapport à ça. In fine maintenant, et quand le texte qui est là est terminé, a-t-il une similitude par rapport à un autre texte? Et ce n'est pas seulement la similitude par rapport à la littérature africaine. Le texte peut avoir une similitude par rapport à la littérature française. À plus forte raison aujourd'hui, on ne parle pas de littérature africaine, ni francophone, arabophone, mais d'une littérature monde tout simplement. De la littérature monde. Le concept est globalisé maintenant. C'est la littérature monde. Maintenant, là, est-ce que maintenant, j'ai cette façon à analyser le texte? Si toutes mes opportunités sont satisfaites, là maintenant, j'ai rendu mon travail dans les règles de l'art. Et j'ose espérer également une note optimiste. Et c'est la raison pour laquelle je me termine par rapport à ça. Si vous avez des questions, je répondrai et je vous remercie. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.